Tatsa vitur varenya Pago devasya dimahidio Yona prachodaya. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est la dernière vidéo avant les vacances et vu que je vais partir prendre l'air un petit peu à la montagne, je vais m'arrêter pendant 15 jours, là au moins de poster les vidéos. Donc voilà, bon, j'espère très fortement qu'on va pouvoir reprendre les cours en présentiel à la rentrée. J'ai un espoir pour certains cours de pouvoir les reprendre à partir du 7 janvier. Les annonces actuelles, ce serait plutôt autour du 20 janvier. Donc voilà, de toute façon, je vous tiens au courant par mail dès que j'en sais plus. Le problème, c'est que pour l'instant, je n'en sais pas grand-chose. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ce ne sera pas la reprise avant le retour des vacances. La date la plus proche qu'on peut avoir à La Ciotat, c'est le 7 janvier et on verra ce qu'il en est. Donc voilà, je vais vous laisser pendant 15 jours. Et je voulais faire une dernière vidéo de cette série-là, un peu différente. Je voulais une vidéo un peu globale et puis je voulais vous donner des devoirs de vacances, tout simplement. Donc voilà, là on a eu pendant toute cette période une vidéo par jour. C'est un rythme assez intense à suivre, je pense, pour vous. Il y avait de quoi faire du coup, c'était assez intense à produire aussi, je vous confirme. On m'a demandé, mais oui, c'était assez intense à produire tout ça. Je pense que de toute façon, j'espère à la rentrée être en présentiel, mais si on doit continuer à la rentrée, je changerai de format. J'aime bien changer de toute façon les formats régulièrement, donc à réfléchir pendant les vacances. La montagne va m'aider à savoir comment faire et qu'est-ce qu'on va faire à la rentrée. Mais quoi qu'il arrive, voilà. Je voulais vous laisser de quoi faire pendant les vacances. Et donc, l'idée, c'est que pendant ces vacances, vous occupiez de votre pratique. C'est-à-dire que vous en savez assez. Pour ceux qui pratiquent avec moi depuis plusieurs années, vous en connaissez largement suffisamment. Et même ceux qui ont commencé cette année avec moi, même si on n'a pas eu beaucoup de cours, vous pouvez commencer à avoir une pratique personnelle. Je le dis souvent, on a le droit de venir faire une séance de yoga une fois par semaine et de ne rien faire d'autre. C'est un droit qu'on peut s'accorder et qui nous donne une heure de détente dans la semaine. Mais si on veut aller plus loin, des fois on me dit progresser. Non, c'est pas progresser, c'est juste goûter autre chose. Une séance une fois par semaine vous permet de goûter une heure de détente. Moi j'essaye de faire goûter les choses, tout simplement, de vous faire goûter ces saveurs-là. Mais si vous voulez aller plus loin, et il n'y a pas trop de secret, le yoga c'est une pratique personnelle qui se fait chez soi et qui se fait au quotidien. Donc voilà, alors on passe pas forcément tout de suite au quotidien, je veux dire, et la séance de groupe est encore utile de toute façon parce qu'elle nourrit quelque chose qui permet de nourrir notre pratique quotidienne. Mais voilà, je voulais donner les clés aujourd'hui pour commencer peut-être une pratique quotidienne et peut-être que pendant ces vacances, ça peut être l'occasion pour vous d'innover et de faire sans suivre de vidéos, sans suivre de prescriptions, sans suivre de bouquins, juste avec ce que vous avez. En vous donnant quelques bases simples. Les bases simples sont que dans une séance de yoga classique, ça dépend de ce sur quoi on va vouloir travailler, mais je donne juste un format d'une séance de yoga parce que moi des fois j'ai d'autres intentions, mais de manière simple, si vous voulez faire simplement, vous pouvez faire une séance dans laquelle on va commencer par ancrer les choses pour être bien stable au sol. Puis ensuite, une fois que c'est bien ancré, on va activer l'énergie. D'accord? Genre la réveiller, la bouger, la remuer, la faire circuler. Puis, on va ouvrir les passages. D'accord? Ensuite, une fois que les passages seront ouverts et l'énergie réveillée et l'ancrage effectué, on va prendre cette énergie et on va la faire monter.
On va remonter l'énergie, d'accord? Et puis enfin, on va, j'allais dire encore s'ouvrir à la connaissance, mais peut-être sentir les choses. On va être présent de manière très subtile, très spirituelle. Donc voilà la construction schématique, classique d'une première séance de yoga qu'on peut faire. Vous allez me dire, mais alors comment je fais ça? Est-ce qu'il faut regarder tous les cours, toutes les vidéos, tout ce qu'on a fait pour savoir où est-ce qu'on ancre, où est-ce qu'on active, où est-ce qu'on ouvre, où est-ce qu'on remonte, etc. En fait, c'est relativement simple et relativement intuitif. L'ancrage, c'est lié au centre du bas. Base, pubis, c'est l'ancrage. L'activation, c'est le ventre. D'accord? L'énergie du feu, c'est ici qu'on vient activer. Le cœur, c'est l'ouverture, c'est là que résident tous les passages. La gorge, j'en ai parlé, quand j'ai parlé de la gorge, je parlais de oud. Oud, c'est ce qui monte, la gorge, c'est le seul endroit, la seule qualité de l'énergie qui remonte. Donc on va utiliser la gorge pour faire remonter. Et le front, ben, c'est au-delà du front que se trouve le spirituel et le léger. Et c'est là qu'on va venir sentir simplement les choses. Donc, si vous voulez faire une séance, on va dire, complète, très complète, qui vous permet voilà, de construire assez facilement, vous allez commencer par une séance qui s'occupe des centres de la base, une séance qui s'occupe des centres du centre du ventre, excusez-moi, vous allez choisir une posture pour les centres de la base, une posture pour le ventre, une posture pour le cœur, une posture pour la gorge, une posture pour le front. Alors là encore une fois, vous allez me dire oui, mais quelles sont les postures pour la racine, le ventre, le cœur et le front, et la gorge et le front? Ben, c'est ce dont je veux parler, d'accord? C'est-à-dire que soit on peut regarder toutes les postures et regarder à quoi elles s'attachent. Ce qui n'est pas facile parce que vous allez retrouver des postures dans différentes catégories, parce que des postures, selon l'intention, selon le détail qu'on va y mettre, peut servir à telle ou telle autre chose, d'accord? Mais il y a des généralités, des grandes lignes qui sont faciles à retenir. Toutes les postures de fermeture avec des rétentions à vide sont des postures d'ancrage. Alors il n'y a pas que celle-là, on peut faire des ancrages avec tout un tas d'autres postures, mais les postures de fermeture sont des postures d'ancrage. Les postures qui mettent aussi en jeu les pieds et les mains, sachant que les pieds sont les organes d'action de la racine, les mains sont les organes d'action du pubis. Il est évident que du moment où on met les mains énormément en jeu, on joue sur les ancrages. Donc, pour reconnaître une posture d'ancrage, ben, si vous allez prendre la tortue ici, on vient fermer. Vous venez fermer, vous allez faire des rétentions à vide à l'intérieur, c'est une posture d'ancrage. Si vous prenez la pince, si vous prenez la posture de la tête au genou, si vous prenez la demi-pince, si vous prenez le grand angle, si vous prenez la guirlande c'est cette posture où on est ici, hein, Malasana, et où on vient descendre. Encore une fois, on se renferme, on ferme tout ici, c'est une posture d'ancrage. Si vous prenez le lien, cette posture hein, du lien où on vient ici, alors avec les talons qui se touchent ou pas, je veux dire toutes ces postures ici où on vient plus ou moins fermer les épaules, ici on vient protéger, on est dans des postures d'ancrage. Vous avez aussi les triangles qui vont être une posture d'ancrage. Les triangles, c'est pas évident tout de suite de reconnaître que c'est une posture d'ancrage parce que dans les triangles ici, je suis pas vraiment en fermeture, mais j'ai les pieds extrêmement ancrés dans le sol et les mains extrêmement tendues. Dans cette posture-là, en plus de ça, je viens pas ouvrir ici, mais je viens fermer ici. D'accord? Donc on est bien sur une posture, d'autant plus si je la mets en torsion après, etc. On est bien ici sur des postures d'ancrage, hein, sur les triangles. Donc, postures qui mettent en jeu les mains et les pieds, postures qui mettent en jeu une fermeture, dans lesquelles on va appliquer plutôt des rétentions poumon vide, un temps d'inspire, de temps d'expire, une rétention poumon vide. On est dans une posture qui ancre. Vous avez besoin d'ancrage, cherchez une posture de fermeture, main, pied, et des rétentions à vide. Vous verrez, ça ancre, on est là, présent.
D'accord. Donc ça, c'est les centres de la base, facile. Ensuite, vous avez l'activation. L'activation, je vous ai dit, c'est dans le ventre. Pour les postures du ventre, ce sont des postures d'ouverture, à l'opposé de la fermeture de l'ancrage, mais de l'ouverture avec de la puissance. Vous avez le lion, hein, quand vous êtes là, ici, avec le lion, les chevilles croisées, ici, vous êtes dans le lion, vous ouvrez, hein, fermeture, ouverture, là, vous ouvrez dans le lion. On ouvre toujours puissamment dans le lion, mais on ouvre puissamment. D'accord? Donc on est dans une posture qui va ouvrir. Quand vous allez venir faire le cobra, on est allongé et on remonte, on sort la tête. D'accord? Cette ouverture-là du cobra. Le cobra, c'est pareil, c'est une posture puissante. C'est une posture dans laquelle on ne reste pas. Dans les postures d'ancrage, on va y rester 5 minutes dedans. D'accord, on va prendre le temps d'ancrer. Dans les postures de puissance, pas besoin. Ce sont des postures intenses. On ne va pas y rester 5 minutes, clairement. Ce sont toutes les postures dans lesquelles on ne va pas pouvoir rester, justement, elles sont faciles à reconnaître. Vous allez retrouver les postures, la posture de l'arc, de la barque, ici, quand vous allez venir tendre les jambes, ici, ben, c'est une posture intense, vous n'allez pas y rester. Donc je disais l'arc, ben oui, l'arc c'est pareil. L'arc, cette posture, je m'en mêle dans les fils du micro. L'arc, cette posture ici où on vient, on attrape un pied d'un côté, on attrape un pied de l'autre et puis on ouvre, encore une fois, puissamment, mais on ne peut pas y rester. Vous avez toutes les postures aussi de la sauterelle. La sauterelle, c'est je lève les jambes. Quand je vais lever les jambes ici, c'est pareil. C'est une posture, je ne peux pas y rester, c'est une posture puissante. Donc l'arc, la barque, la sauterelle, le cobra, le lion, vous avez le demi-pont, vous avez le chat, bien sûr. Alors le chat, vous allez me dire, c'est une posture dans laquelle c'est un peu différent, le chat, effectivement. Mais je vais ici fermer et ouvrir. D'accord? Fermer. Ouvrir, ça c'est la respiration du chat. C'est souvent ce qu'on fait en premier avant de faire le chat. Et c'est souvent ce qu'on appelle le chat. Et donc on peut me dire, mais le chat c'est pas vraiment une ouverture. C'est une ouverture dans le sens où on ferme et on réouvre. On ferme et on réouvre. Donc on travaille l'ouverture, d'accord? Mais le chat, clairement, c'est cette posture où on est ici et où on vient ouvrir. Quitte à plier les genoux. Et j'en perds le micro. Quitte à plier légèrement les genoux, on vient ouvrir. Et souvent je vous dis, faites attention dans le chat de ne pas être comme ça. D'être bien comme ça. D'accord? Les bras tendus mais ouverts. Parce que dans le chat, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie du ventre. C'est activer l'énergie. Si vous fermez, vous êtes dans un ancrage qui ne m'intéresse pas tellement en plus dans cette posture-là. Donc c'est vraiment ouvert parce que ce qu'on veut, c'est activer l'énergie. Donc voilà, très important. Racine, fermeture, rétention poumon vide, ventre, ouverture puissante, plutôt rétention poumon plein, mais ça peut même être un bastrika, hein, c'est quelque chose de, voilà, c'est puissant, voilà. Pourquoi j'insiste sur cette puissance? Parce que le cœur, ça va être des postures d'ouverture, mais des postures sans puissance. Donc ce sont toutes les postures d'équilibre, par exemple, hein, je veux dire que ce soit les danseurs ou l'arbre. Vous avez donc dans la posture de l'arbre, c'est pas une posture où on est fermé. On vient ici, dans l'arbre, on vient trouver son point et on vient ouvrir. L'arbre est une magnifique posture d'ouverture, mais sans puissance. J'insiste toujours sur l'absence de puissance dans l'arbre. Parce que dans l'arbre, ce qu'on cherche, c'est justement cet équilibre, cette ouverture, et qui va nous permettre de trouver le passage dans le cœur. Si vous vous rappelez de la vidéo de mardi, je crois, où je parlais de Goraksha, je parlais de Rudra Shiva qui garde l'accès
au canal secret du cœur, mais c'est pas dans la force, c'est dans la subtilité, dans l'équilibre. Et donc voilà, donc tout ce qui est cœur, ça va être tous les équilibres, toutes les torsions aussi, tous les dès qu'on tord, on met en action le cœur. Les bras tendus, dès qu'on a les bras tendus, on met en action le cœur, ce qui permet à certaines postures, des fois, d'être dans deux choses différentes. Par exemple, si j'ai les bras tendus, mais que je suis dans une fermeture, je travaille l'ancrage et le cœur en fonction de ce sur quoi je vais vouloir insister avec le yantra, la visualisation, ou les sons, ou la visualisation de où circule l'énergie, etc. Bref, bras tendus c'est le cœur, torsion c'est le cœur, équilibre c'est le cœur, ouverture sans puissance c'est le cœur. Voilà, tout ça c'est vraiment le cœur. On travaille le cœur avec généralement des rétentions poumon plein, mais un souffle 1, 4, 2, un temps d'inspire, 4 temps de rétention poumon plein, 2 temps d'expire. Vous allez retrouver, donc dans ces postures, je vous ai dit l'arbre, les danseurs, la tête de vache, tout ce qui va venir ouvrir le cœur. Vous allez retrouver la montagne aussi, cette montagne ici. Pourquoi? Parce qu'on ouvre et on a les bras tendus. Vous allez retrouver le pigeon, le singe, pigeon, singe peut-être, un petit passage, mais le singe, la jambe bien loin devant. Et puis on ouvre et les bras sont tendus, et c'est pour ça que c'est important d'avoir les bras tendus, et c'est pour ça que quand on a une tendinite à l'épaule et qu'on ne peut pas lever le bras, je vous propose souvent de venir tendre les bras derrière, mais tendre les bras derrière, parce qu'on est dans cette ouverture du cœur. Donc le singe, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit le pigeon. Le pigeon, cette posture où on est ici, fermé au départ, et on ouvre, c'est sans puissance. Sans puissance ici, et dans le pigeon, on peut garder les mains ici, on peut les lier et les tendre pour accentuer l'ouverture, accentuer le cœur avec les bras tendus, etc. Donc voilà, toujours la même chose, puisque ça va nous permettre d'accès à tout ça. Alors, toutes les torsions, je veux dire, que ce soit des marichi, toutes les torsions vont venir dans le cœur. Donc voilà, toutes ces postures là, équilibre, ouverture, puissance, torsion, c'est le cœur. Donc l'ordre des choses, on peut commencer par une posture d'ancrage, une posture où on réveille l'énergie, une posture d'équilibre ou de torsion pour venir dans le cœur. Ça c'est un peu la base, on va dire, de construction d'une séance classique, quand on n'a pas d'idée derrière la tête en particulier. Je veux dire, ça permet d'ancrer, de réveiller et d'ouvrir. Voilà. Et après, il se passe ce qui se passe. Si vous avez le temps, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez essayer d'activer la remontée des énergies. La remontée des énergies, c'est en activant la gorge. En activant la gorge, c'est facile, c'est toutes les postures inversées. Donc les postures inversées, la posture de base pour l'inversion. La posture de base pour l'inversion, c'est le geste inversé. Le geste inversé, Viparita Karani Mudra. C'est ce geste où on vient ici s'installer confortablement sur le dos, on prend le temps d'installer le dos, et puis on vient poser les coudes le long du corps, les mains sont à plat et le bassin va venir se poser dans les mains. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, on remonte les genoux ici, les pieds viennent le plus à vertical possible, pas les jambes tendues, mais les pieds le plus à vertical pour ramener le centre de gravité ici. Et quand le centre de gravité est revenu ici, il n'y a presque pas d'effort à faire pour monter. Et surtout, quand on est ici, on va venir poser le bassin dans les mains. Quitte à cambrer, les jambes ne font plus d'effort. C'est posé dans les mains. Voilà, le geste inversé. La charrue, c'est quand vous ramenez les mains sur les pieds ici, vous êtes dans la charrue. Une excellente posture d'inversion aussi. Donc c'est aussi une possibilité de venir dans l'inversion avec la charrue. Vous en avez d'autres, je veux dire, quand je vous vais faire le chameau, pareil, petit rappel, le chameau, celui où on
pousse le bassin vers l'avant. Faites attention avec le chameau. Simplement, vous poussez le bassin en avant. Si ça vous suffit, vous pouvez rester là. Vous êtes déjà dans la gorge, avec le regard bien en face. Et le chameau, on peut venir poser une main de chaque côté. Et puis, inspire, expire. Laissez la tête partir en arrière, etc. Donc, le chameau, vous avez le demi-pont, hein, quand on est allongé et qu'on monte les fesses en haut, on reste ça. Demi-pont, c'est ça. Demi-pont, c'est inspire, on plaque le dos sur le sol, expire, on monte. On étire les cervicales, voilà. Tout simplement. Et on y reste. Donc vous avez toutes ces postures. Dès que c'est inversé, en gros, c'est une posture de la gorge, c'est fait pour remonter les énergies. Vous avez aussi une excellente posture pour les inversions, enfin pour la gorge, c'est Murcha. Murcha, c'est le inspire, expire, inspire, expire, inspire. La tête qui part en arrière à haute mesure, expire, la tête qui revient dans l'axe, voire devant. Murcha, inspire, expire. Excellente posture pour venir dans la gorge, facile à mettre en œuvre, à votre mesure, encore une fois. Ça permet de remonter les énergies. Le front, ce sont toutes les postures qui vont être sur la tête, donc peut-être un peu moins facile d'accès que tout le reste, mais ça reste des postures importantes puisque c'est toutes celles qui vont pouvoir libérer le front. En fait, en appuyant cette pression sur le front, on libère le mental et on libère un passage. Donc voilà, c'est toutes les postures où il y a du poids forcément sur la tête. Je vous rappelle qu'à chaque fois que je vous en parle en cours, j'ai pas fait de vidéo sur les postures sur la tête, ça me semble compliqué. Peut-être qu'on fera un atelier spécial dessus pour ceux que ça intéresse, mais donc les postures sur la tête, s'il faut avoir du poids dessus, pour avoir du poids dessus, il faut y aller doucement, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à être bien avec, ne faites pas ça si vous n'en avez pas l'habitude, et surtout si vous avez envie d'aller essayer, ben, vous essayez, vous y restez un petit peu, et même si vous êtes bien dedans, vous quittez. Pour venir voir qu'est-ce que ça donne, parce que des fois on est bien dedans et puis au moment où on sort ou le lendemain on se dit ah j'avais un peu tiré dessus, ça fait un peu mal. C'est pas grave, hein, souvent c'est juste des courbatures, mais enfin c'est pas le but de se faire mal aux cervicales en s'écrasant les cervicales. Donc voilà, allez-y doucement. Les postures sur la tête, il n'y a même pas besoin de se mettre en équilibre sur la tête, hein, sauf si vous savez déjà le faire, si vous avez l'habitude. Je le fais parfois en cours, donc on peut en discuter à ce moment-là, mais vous savez que vous pouvez faire simplement cette adaptation qui n'est pas une posture de yoga, mais qui permet de venir sentir les choses, de venir poser le front sur le sol, et du front sur le sol, ici, venir basculer du poids sur la tête. Si vous êtes bien de cette manière, vous pouvez rester ici. S'il y a trop de poids, vous mettez vos mains. Si vous trouvez que c'est bien, vous pouvez venir lier les mains dans le dos, ici. Et si vous êtes à l'aise avec, si tout va bien, vous pouvez venir mettre les mains à peu près en triangle. Il ne faut pas qu'elles soient au niveau de la tête. C'est en triangle ici. Et une fois que vous avez les mains en triangle, vous mettez sur les orteils et vous venez pousser sur les pieds, simplement. Le poids va se retrouver sur les pieds, sur les mains et sur la tête. Vous pouvez venir observer dans l'embryon. Prenez le temps. Et vraiment uniquement si vous êtes à l'aise avec, vous avez la possibilité de venir dans le corbeau. Le corbeau, pourquoi je le cite? Parce que je ne vous montrerai pas les postures sur la tête là aujourd'hui, ni Shirsasana, ni Kapalasana, on le fera ensemble en atelier. C'est pour ceux qui veulent. Mais parce que Kapalasana, c'est... pas Kapalasana, le corbeau, Kakiasana, c'est le Kakasana, le corbeau.
C'est la posture certainement sur la tête la plus facile d'accès. Elle paraît acrobatique, elle n'est pas tant que ça. Donc voilà, si vous en avez l'habitude, vous pouvez. Si vous voulez vous faire aider, vous pouvez. Faites toujours attention à ne pas forcer sur le coup, à être bien. Ça ne se passe pas en force. Jamais on cherche l'équilibre et pas la force, hein, pas la puissance. Pour le corbeau, vous avez les mains ancrées. Pensez à écarter les doigts, pensez à trouver l'appui sur tout ça. Et n'hésitez pas à bouger les mains. Quand vous êtes debout sur vos pieds, les muscles des pieds travaillent en permanence pour changer les appuis, pour vous tenir en équilibre. Ici, c'est pareil. D'accord ? Les mains, elles sont écartées pour tenir les appuis ici. Donc, vous les ancrez bien dans le sol, vous posez la tête, comme tout à l'heure. Et ici, une fois que vous êtes bien ancré, vous montez tranquillement. Et puis, on vient poser un genou d'un côté, ici, là, tranquillement. Et l'autre genou vient se poser de l'autre côté, mais sans effort. Et là, on est dans le corbeau, tranquillement. Mais ça ne doit pas être un effort, tout est posé, il n'y a pas de force. Là, c'est tout détendu dedans. Et puis, vous redescendez, vous revenez observer dans l'embryon. C'est extrêmement satisfaisant quand on y arrive. C'est pas très difficile à y arriver. Il ne faut pas vouloir à tout prix y arriver. C'est vraiment une question de trouver le passage et l'équilibre, hein, comme toujours. Donc voilà, cette posture-là, ces postures sur la tête, c'est ce qui permet de potentialiser tout ce qu'on a fait avant. L'ancrage, l'activation de l'énergie, l'ouverture, la remontée des énergies. Et voilà, quelque part, il y a le front qui bloque l'accès, si j'ose dire, à ce qui est au-dessus, au Sahasrara. En mettant une posture sur la tête, on bloque les fonctions du front et de manière à ce que l'énergie circule librement du cœur au Sahasrara. Donc voilà, ce sont encore une fois des grandes lignes sur une manière de construire une séance, mais je vous encourage d'essayer, là pourquoi pas, hein, pendant ces vacances, puisqu'il n'y aura plus de vidéos pendant 15 jours, d'essayer de trouver, de vous créer une séance. Alors peut-être une séance quotidienne, ça peut être 3 postures que vous faites tous les jours. Après, au quotidien, ça peut être une seule posture, hein, mais en ayant conscience de ce que vous faites. Et puis, vous pouvez faire un jour un ancrage, un jour une activation, un jour une ouverture, etc. Donc, voilà, créez-les comme vous voulez. Ça peut valoir le coup quand même une fois par semaine de se faire une petite série, une petite séance que vous serez construite. Vous m'enverrez vos retours pour savoir quelle séance vous avez construite. Comme ça, je vous donnerai ce que moi, j'en ressens, ce que j'en pense. Voilà, ce sera un avis personnel, mais ce sera toujours un avis. On peut échanger là-dessus. Je suis toujours intéressé de voir les séances que vous avez pu faire. Donc, voilà, c'est vraiment quelques outils simples pour que vous puissiez vous-même créer une séance et avec donc les postures qui s'enchaînent dans cette logique de ancrage, activation, ouverture, remontée, subtile. Voilà. Après, juste une généralité sur les souffles, hein, donc rétention poumon vide quand vous êtes dans l'ancrage, rétention poumon plein quand vous êtes dans l'activation ou dans le cœur. Les souffles deviennent plus subtils quand on est en haut, donc dans le front ça va être un Kapalabhati subtil, ça va être un souffle subtil, simplement subtil, hein, c'est quand il n'y a presque pas d'air qui circule. Donc voilà, de manière générale aussi, on prend et on quitte sur des expirations, on peut tout faire, mais l'expire, c'est le moment où vous êtes fort, c'est le moment où vous êtes solide. L'inspire, c'est le moment où vous êtes fragile. L'inspire, on s'ouvre à l'extérieur. On s'ouvre et on est fragile. Donc, si vous êtes dans l'expire, tout peut être là, présent physiquement, c'est plus facile, vous risquez moins de vous faire mal. Donc, par précaution, vous prenez une posture sur une expire, vous quittez une posture sur une expire. Il n'y a que les passages qui sont dangereux généralement dans les postures, hein. Donc, prenez et quittez sur des expires, vous vous protégerez, ce sera bien pour tout le monde. Et un dernier point avant de se quitter, si vous souhaitez avoir une pratique quotidienne mais que vous ne savez pas quoi mettre dans la pratique quotidienne et que vous avez une pratique pour la santé, si c'est une pratique énergétique, c'est ce que je vous ai dit, hein, remonter des énergies.
Ancrage, activation, ouverture, remontée. Si c'est une pratique de santé, il y a 3 pratiques à faire tous les jours. C'est le nettoyage, Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, c'est j'inspire par les 2 narines, je bouche à droite, j'expire à gauche. J'inspire à gauche, je bouche à gauche, j'expire, j'ouvre à droite, j'expire à droite. J'inspire à droite, etc. Donc ça, c'est le vrai nettoyage. Si c'est trop long, trop pénible, que vous n'en avez simplement pas envie, faites un Kapalabhati au moins à la place, un nettoyage du crâne. Donc un souffle, Nadi Shodhana ou Kapalabhati, au moins tous les jours. Ça vous apportera le nettoyage et c'est ce qui permet de rester en bonne santé. La contraction, c'est contraction de la racine, contraction de la gorge, mais c'est Uddiyana Bandha, c'est la contraction du ventre, l'aspiration du ventre, hein, où vous êtes là, inspire, expire, vous détendez le ventre au bout de l'expire, et quand vous avez détendu tout le ventre, vous faites comme une inspire, tout le mouvement de l'inspire, mais sans prendre d'air. Vous direz, c'est le temps de la rétention poumon vide, vous en faites 3, 4, c'est pas long, hein, je veux dire, mais c'est quotidien. Parce que ça, c'est entretenir l'énergie du feu du ventre, c'est l'énergie de la santé. Donc Uddiyana vous permet d'entretenir l'énergie de la santé, l'énergie du feu. Donc Uddiyana tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pas forcément longtemps, mais juste tous les jours. Un nettoyage, Uddiyana, et une inversion. Voilà, une inversion pour que l'énergie circule dans l'autre sens. Physiquement pour que la lymphe circule dans l'autre sens, pour débloquer tout ce qui est bouché, etc. Donc une inversion, c'est pas forcément une posture sur la tête, hein, c'est toutes les inversions. Donc les chameaux, les charrues, les gestes inversés, les chandelles, les demi-ponts, voilà, tout ça sont des inversions. Donc une inversion, qu'elle soit sur la tête ou pas, une contraction, Uddiyana Bandha, pour entretenir l'énergie de la santé, et le nettoyage. Ça, c'est les 3 pratiques quotidiennes, simplement, pour une pratique de santé. Voilà. Donc, ceci dit, je vais vous souhaiter de bonnes vacances, de joyeuses fêtes, prenez du bon temps, et puis ben, tout simplement, on se retrouve en janvier. Merci à vous tous de m'avoir suivi pendant ces longues vidéos et pendant toute cette période. Merci pour vos messages de soutien, pour vos retours qui m'ont beaucoup touché. Et je vous dis à très bientôt et passez de bonnes fêtes. Au revoir. Bargo Devasya Dimahi